Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans les Vendredis de la recherche à l'Université Nîmes. Donc c'est une émission qui est dédiée à nos chercheurs, à notre activité de recherche. On est là pour vous parler un petit peu de tout ça, pour vous présenter tout ce qu'on fait à l'Université de Nîmes. Et aujourd'hui, je vous propose un entretien avec Mathieu Gollen. Bonjour Mathieu. Bonjour Yannick. Donc Mathieu, qui est titulaire d'une chaire de professeur junior, donc c'est un nouveau dispositif, on pourra en parler un petit peu si vous voulez. Un dispositif quand même relativement récent dans l'enseignement supérieur. Il est anthropologue aussi, et donc arrivé à l'université depuis quelques mois. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu es arrivé? Je suis arrivé début décembre, Voilà. donc ça fait 3 Oui, c'est mois, ça. Ouais. quelque chose comme ça. Ouais. Donc, assez peu de temps, mais bon, Mathieu nous connaît. D'ailleurs, vous le connaissez peut-être, puisqu'il avait participé à la Nuit des chercheurs l'année dernière sur cette même chaîne Twitch, mais depuis le Japon cette fois-ci. C'est ça, oui. Il était en visio depuis le Japon. Donc, on vous le rappelle, on est en direct, j'ai le chat sous les yeux, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, des petites choses à nous dire, juste nous dire bonjour aussi, n'hésitez pas. On interagit avec vous directement, on vous voit dans le chat. Et merci Mies de le rappeler également dans ce même chat. Ce que je vous propose, c'est qu'on ne perde pas plus de temps sur les présentations et qu'on passe à la première rubrique qui est le qui es-tu, que fais-tu. Alors Mathieu, qui es-tu, que fais-tu? Qui suis-je? Déjà, comme tu l'as dit, je suis arrivé il n'y a pas très longtemps à l'Université de Nîmes, mais je suis sur une chaire de professeur junior. Donc, ma discipline relève de l'anthropologie, mais également de la sémiotique. Donc, ça fait déjà une double casquette. Pour résumer vite fait mon parcours, ma spécialité en tant qu'anthropologue, c'est le Japon. Et j'y suis allé assez tôt en échange et ensuite j'ai continué à faire de la recherche là-bas. À l'époque, j'étais en master à Sciences Po. Et puis, j'ai eu un moment dans ma vie entre le master et la thèse où j'ai fait autre chose. J'ai été journaliste à Tokyo pendant 5 ans et j'ai notamment beaucoup travaillé sur l'accident de Fukushima. Et j'ai fait cette thèse également à l'école des mines sur l'accident de Fukushima avec une perspective anthropologique. C'est là en particulier que je me suis formé à l'anthropologie, mais surtout à la sémiotique. Et voilà, je viens d'arriver à l'Université de Nîmes, toujours en travaillant sur Fukushima, mais avec d'autres projets, notamment étudier une écologie assez large de l'île de Yakushima au sud du Japon, en prenant ensemble l'écosystème, mais aussi les relations symboliques entre humains et non humains. Très bien. Donc là, tu es sur une chaire de professeur junior. Donc, est-ce que bon, c'est un dispositif qui a à peine quelques années hein, dans l'enseignement supérieur, qui a été créé dans l'objectif poursuivi par le ministère depuis longtemps de rendre les carrières scientifiques en France plus attractives, puisqu'on est aujourd'hui dans un jeu très internationalisé au niveau des carrières scientifiques depuis plusieurs années déjà, et que chaque pays aussi essaye d'être attractif pour les chercheurs. Est-ce que tu peux nous expliquer, alors pas forcément dans le détail le plus technique, mais comment ça fonctionne? Alors, sans aller dans le détail, on peut dire que c'est une transposition en France de quelque chose qui se faisait déjà dans le monde anglo-saxon, qui sont les tenure track, qui sont des postes de professeur où pendant un nombre déterminé d'années, 4 ans dans mon cas, euh, on a quelques critères euh, de production en termes d'articles, de publications, euh, et qui font qu'au bout de 4 ans, on devient professeur en passant devant une commission de titularisation. Et c'est un dispositif qui a aussi, tu l'as dit, ça permet d'avoir une certaine activité, qui permet aussi de mettre en avant des profils marqués par l'interdisciplinarité. C'était une des volontés du ministère à Mm. l'époque Oui, c'est vrai que ça, en fait, ça casse un peu la logique habituelle des carrières, hein, puisque là, on est recruté directement sur un profil de poste qui permet complètement l'interdisciplinarité. Là où pour trouver un poste dans le parcours classique de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire faire son doctorat, puis être qualifié par une section CNU, du coup, qui est disciplinaire, et trouver un poste dans une discipline, c'est un peu moins facile, puisque la logique même de la qualification fait qu'on s'adresse à une section qui représente une discipline de recherche. Mhm. Donc l'interdisciplinarité, mécaniquement, fonctionne moins bien.
Oui, et ça permet aussi de s'ouvrir à des postes, à des personnes qui, comme moi, ont fait un peu autre chose Mm. que l'université. J'étais pendant, comme j'ai dit, pendant 5 ans, 6 ans, journaliste à Tokyo. Enfin, j'étais journaliste à Paris d'abord, stagiaire au Monde, et ensuite j'étais journaliste à Tokyo. Donc c'est une carrière tout à fait différente qui, je pense, m'a donné une expérience différente qui est quand même tout à fait intéressante, mais qui fait qu'on n'est pas dans des parcours assez linéaires, habituels de chercheurs. Donc c'était pour moi une très bonne opportunité, Mm. cette chaire de professeur général. J'aurais peut-être une question parce que vu que ça va être le sujet, vous l'avez compris, on va faire une émission où on va parler pas mal de Japon. Vu que ça va être le sujet, je me demande moi, bah, donc tu as commencé à t'intéresser au Japon quand tu étais journaliste, c'est ça? Ou t'es arrivé avant? Avant, Comment ça s'est... En fait, la question c'est comment tu t'es retrouvé au Japon ouais, et comment tu as développé cette affinité-là? alors je suis pas arrivé au Japon par un goût pour les mangas ou les animés, ce qui arrive souvent chez les gens qui sont passionnés du Japon. C'est arrivé un peu par hasard en fait. J'ai fait, après le bac, je suis rentré directement à Sciences Po Aix, à l'UPLX sur concours. Et à l'époque, je faisais de l'allemand en seconde langue, je voulais faire de l'espagnol, mais on ne peut pas faire de l'espagnol en débutant euh, à Sciences Po Ex. Et donc, pour moi, il y avait comme choix d'abandonner l'allemand et il y avait comme langue uniquement 4 langues rares, comme on disait à l'époque, je ne sais pas si on dit toujours comme ça, qui sont le chinois, le japonais, l'arabe ou le russe. Et j'ai pris japonais parce que j'avais lu un roman de Murakami Ryu juste avant la rentrée qui m'avait plu et j'ai pris japonais un peu par hasard en fait. Ouais. Et je me suis retrouvé au Japon aussi par hasard parce que c'est obligatoire de faire une année à l'étranger à Sciences Po Ex. Il y a une forme d'Erasmus mais à l'international. Et donc je suis parti à Fukuoka, une ville au sud du Japon pendant un an, je ne connaissais pas du tout. Mais à partir de là, ça s'est enclenché et mon goût pour la société japonaise et mon goût pour la recherche parce qu'il fallait faire aussi un mémoire de recherche à l'étranger. Et donc, mon sujet, c'était le mouvement étudiant des années 50-60 de l'après-guerre japonais. Il y a pas grand-chose en français, d'ailleurs, toujours pas, hein. Il y a un livre qui s'appelle Les fanatiques, histoire de l'armée rouge japonaise, qui était très bien, qui m'a servi à l'époque, mais qui raconte plutôt l'après-mouvement étudiant japonais, l'engagement dans la lutte armée et le terrorisme d'une partie de l'extrême droite japonaise. Mais sur cette période-là, il n'y a pas grand-chose. Et donc, de manière un peu simultanée, la société japonaise m'a beaucoup étonné. Ça m'a beaucoup plu de vivre là-bas. Et en même temps, j'ai commencé un terrain de recherche sur quelque chose d'assez inédit, ce qui m'intéressait beaucoup à l'époque au Japon. Et j'ai totalement inversé en fait aujourd'hui. Mais ce qui m'intéressait beaucoup à l'époque, c'était plutôt les contre-cultures. Plutôt que la culture japonaise, Ok. c'était On les était à quelle contre. période à ce moment-là? C'était vers dans quelles années à peu près pour qu'on se Là, situe? on était en 2005-2006. Ok. Donc, on était sur une période, pour marquer l'histoire du Japon, on était bien avant Shinzo Abe, on était bien avant la prise de pouvoir par l'opposition, qui est un événement assez rare au Japon. Euh, voilà. Mais merci, on dit bonjour à Bubble Kawa, évidemment, sur le chat, notre fidèle viewer. Bonjour. On parle de quoi? Ben, on parle avec Mathieu. Mathieu qui est anthropologue à l'université de Nîmes et qui est spécialiste du Japon avec plein de sous-thématiques un peu plus précises. Et on commence à peine à discuter. Donc n'hésite pas, hein, si tu as des questions, participe avec nous à l'interrogatoire de Mathieu, puisque pour le moment ça se passe bien, mais on verra. Non, non. Ah ben, Bubble Kawa adore le Japon. Eh ben, t'es au bon endroit. Bienvenue en tout cas. Donc, je vous propose qu'on passe à la deuxième rubrique qui va nous permettre d'enchaîner assez facilement avec ce qu'on vient de dire, qui est le à quoi ça sert ce que tu fais. Alors, cette rubrique, justement, elle est posée là de manière un peu provocante, tout simplement, et on en parlait juste avant avec Mathieu. Elle est arrivée là parce que c'est une remarque qui est revenue régulièrement par nos chercheurs où on est, voilà, mon cercle d'amis, ma famille me demande souvent à quoi ça sert finalement la recherche. Donc on se dit, vu que tout le monde se pose la question, autant la poser. Bubble Kawa qui nous dit, avec les scènes docu Jidai et les D Tokugawa, c'est ma période préférée. Je Ah. suis, moi par contre, très connaisseur, hein, vous l'aurez remarqué. Donc si tu pouvais me traduire, franchement, ça m'aiderait Oui, beaucoup. Tokugawa, c'est pas tout à fait ma période non plus. Moi, je travaille vraiment sur le Japon contemporain et en particulier le Japon après la Seconde Guerre mondiale. Mais bon, c'est la période d'Edo, Ok, c'est les shoguns. ok. D'accord, d'accord. Euh, Non, non, mais moi je suis là pour poser des questions. Je suis très curieux, donc vous inquiétez pas, je vais rattraper tout ça. Donc à quoi ça sert ta recherche en anthropologie si tu devais y répondre justement à quelqu'un qui
ne sait pas du tout, Beh, connaît pas bien la discipline. c'est une question que me pose régulièrement ma nièce de 12 ans et je suis très emmerdé parce que quand je finis de répondre, souvent elle me dit: «Mais à quoi ça sert, quoi?» Donc je suis pas sûr que j'arrive à convaincre, sur ça. C'est compliqué parce que, quand on est en sciences dures, comme on dit, en physique, on peut trouver des applications à l'industrie, alors pas forcément, rapidement, mais parfois il y a des applications un peu plus rapides. En sciences humaines, c'est moins évident. Il y a des anthropologues qui travaillent pour des entreprises, il y a quand même des applications. Mais je pense qu'il y a une partie des anthropologues dont le but, et à quoi ça sert, c'est, d'apporter, un supplément de connaissances, sur qu'est-ce que c'est, finalement l'être humain. Donc les psychologues, les sociologues, il y a tout un tas de disciplines qui essayent de répondre à cette question. Les anthropologues essayent d'y répondre en observant, par comparaison, la diversité, l'humanité dans sa diversité, notamment dans sa diversité, culturelle pour ce qui est de l'anthropologie sociale et culturelle. Donc voilà, apporter, un supplément de connaissances, en l'occurrence, chez moi, ça a été pendant longtemps essayer d'informer, quand j'étais journaliste notamment, d'informer un peu plus sur le Japon, sur des aspects méconnus du Japon. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est des notions peut-être un peu plus, quasiment, mais peut-être pas métaphysiques, en tout cas philosophiques, en m'interrogeant sur, est-ce qu'il y a une pensée japonaise? Est-ce que cette pensée est différente de la pensée occidentale, de la pensée européenne, par exemple? Qu'est-ce que ça a comme implication? Que Qu'est-ce que par exemple, l'esthétique, du monde tel qu'on l'aperçoit au Japon, est-ce qu'elle a une implication sur la manière dont on perçoit les choses et dont, in fine, on explique les choses par rapport à notre propre manière, à notre propre esthétique et à nos propres modes de pensée? Donc c'est vers ce, type de recherche, que je vais, mais qui ont des applications concrètes qui sont pas forcément, évidentes, de manière directe. De la même manière, de toute façon, que finalement, en sciences dures, en physique, il y a des applications qui sont pas, Einstein, quand il découvre la relativité, il y a pas d'application, directe, Immédiate, oui, oui. immédiate. Hem, Tout de même, quand même, il y a des choses qui m'intéressent dans les applications concrètes et j'ai beaucoup travaillé sur l'accident de Fukushima, j'ai travaillé l'année dernière, de façon un petit peu plus large, également sur l'ensemble des catastrophes du 11 mars 2011 et ce qui m'intéressait dans mon projet de recherche, quand j'étais en postdoc, c'était de comprendre quel était le moteur, la grammaire des désastres, la mémoire collective des désastres au Japon qui permettait de s'engager dans une résilience assez rapide. Je pense que les Japonais ont une forme de résilience par rapport aux catastrophes qui est assez rapide et qui est liée au fait qu'ils sont sur une trajectoire historique marquée par de nombreux désastres naturels, humains, et qui fait que au moment de la survenue d'une nouvelle crise, la mémoire collective des anciennes crises leur permet d'être plus armés. Et puis, je pense qu'il y a aussi une certaine manière de se représenter le temps qui est plus cyclique, où le désastre va de toute manière survenir et il va falloir reconstruire après. Et je pense que c'est quelque chose qui existe dans toutes les sociétés humaines, mais qui est plus marqué au Japon. Et par son étude, on peut essayer d'améliorer la résilience des sociétés, de l'ensemble des sociétés humaines face aux crises, aux multiples crises auxquelles on fait face aujourd'hui à une ère que certains appellent l'anthropocène et qui est marquée par l'augmentation de catastrophes naturelles ou industrielles, parce on est des grandes sociétés industrielles. J'espère que ça vous aura convaincu. En tout cas, moi, oui. À quoi ça sert l'anthropologie de manière générale? Mais moi, je trouve ça vraiment passionnant. Mais je suis pas le seul, puisque Laurie nous dit super intéressant et Bubble aussi dans le chat. Euh, En fait, moi, j'allais te poser une question de transition sur Fukushima, justement, puisque je me dis, ben là, c'est quand même des recherches où on parle de quelque chose de très concret, relativement récent quand même si ça fait plus de 10 ans maintenant, mais ça reste récent et vif dans les mémoires. Et effectivement, là, tu fais ta recherche pour tirer des conclusions immédiates qui peuvent avoir des implications sur comment on gère le risque, comment on gère les crises, en fait. Et ça, c'est pas juste apporter ta pierre dans la connaissance de l'autre, quelque part. Même si ça contribue à créer, mais il y a une implication très directe, en fait, de cette recherche-là. Oui, oui, oui. Et puis, il y a quelque chose d'autre que j'aimerais rajouter, c'est que quand on fait une recherche, l'anthropologie a cette particularité, peut-être à par rapport à la philosophie. Par exemple, les philosophes étudient des textes, les comparent,
mais ils restent souvent dans leur bureau. Les anthropologues vont sur le terrain. Et quand on va sur le terrain, en fait, on y va avec des idées préconçues, on y va avec une question de recherche de départ, etc. Et souvent, il y a d'autres questions qui émergent. Et ce fait de faire des terrains longs, relativement longs, permet de faire émerger des nouveaux questionnements qui ne seraient pas apparus autrement, je pense, que par ce type de positionnement. Euh, je pense notamment au fait que, comme je viens de l'expliquer, ma question de départ l'année dernière, c'était la mémoire collective. Et puis en fait, en parlant avec des paysans de Fukushima, ceux qui étaient restés, ceux qui étaient partis, je me suis rendu compte qu'il y avait une toute autre problématique, qui était même de l'ordre du trauma, euh, qui est qu'il y a une énorme différence dans la perception du désastre entre ceux qui sont partis, ceux qui sont restés, ce qui peut paraître évident, mais on le ressent vraiment en discutant avec eux, et notamment le fait que ceux qui sont partis ont clôturé, ont fini ce désastre, en tout cas pour eux. C'est-à-dire le désastre pour eux, c'était il y a 10 ans quand ils sont partis. Ceux qui sont restés, ils sont toujours dans ce temps figé du désastre, de la peur de la radioactivité, etc. Et ça, c'est des questions qui paraissent simples une fois qu'on les a énoncées, mais en réalité, c'est dans ce rapport sensible au terrain, en discutant avec les personnes, qu'on peut percevoir ce genre de choses, je pense. Et c'est un des points forts de l'anthropologie. Oui, effectivement. Je comprends bien ton explication et c'est vrai que ça paraît plus évident maintenant, cet apport-là et l'intérêt de ces recherches. Bubble nous dit, je pense que c'est aussi dû au fait que c'est ancré dans leur quotidien, comme par exemple qu'à l'école, il y a souvent des exercices sismiques. Je crois même qu'ils ont une journée spéciale pour ça d'ailleurs. Oui, oui, oui. À l'école, il y a des exercices, il y a aussi des centres de préparation au séisme au Japon. Ben, ma première année, en 2005, quand j'étais à Fukuoka, comme on était des résidents au Japon, même les étudiants étrangers, on avait été invités à aller à ce centre. Et donc, c'est des centres où il y a des simulateurs de séisme. Donc, on est dans une cuisine, par exemple, monté sur pilotis, et on augmente petit à petit l'intensité du séisme. Et il faut apprendre à couper le gaz, à pas toucher aux casseroles. Enfin, il faut apprendre tout un tas de gestes qui permettent de préparer la population en permanence. Et ça, tous les enfants y passent. Il y a aussi d'autres salles qui sont beaucoup plus angoissantes. Je me souviens où on fait des simulations d'incendie. Donc, on est dans des couloirs un peu sombres, et puis il y a de la fumée de partout, et puis il faut trouver la porte de sortie. Il y a tout un tas de simulations comme ça dans les centres de préparation au séisme au Japon. Il y en a de partout. Et c'est ce que je proposais d'appeler les règles explicites de la grammaire des désastres au Japon. Et pour moi, il y a deux types de règles au Japon qui permettent de se préparer au désastre. Il y a les règles explicites, ce que vient de dire la personne, et les centres de SIM, cette préparation consciente. Et puis, il y a des règles beaucoup plus inconscientes qui sont une perception du temps qui fait que de toute façon, le désastre va arriver. Les Japonais le redoutent, hein, c'est pas qu'ils y sont pas, qu'ils y sont habitués et qu'ils sont fatalistes, hein, mais par exemple, on parle énormément en ce moment à Tokyo du Big One. Et ça fait des années qu'on dit que le Big One, un immense tremblement de terre dans le Kanto va arriver. Et récemment, depuis un mois, 2 mois, il y a une répétition de petits séismes à Tokyo inhabituels. Il y a des séismes à Tokyo d'habitude, mais là, il y en a vraiment beaucoup. Il y a une peur que les séismes se produisent. Donc, la crainte existe, mais je pense que les Japonais sont doublement préparés de manière consciente. Il y a vraiment tout un programme de préparation au séisme, maintenant au tsunami, un des grands apports, malheureusement, une grande leçon de la catastrophe du 11 mars 2011, c'est qu'on avait un peu oublié le risque du tsunami. Et il y a beaucoup de gens qui, malgré les alertes, hein, il y a eu tout un tas d'alertes à la télévision, dans les haut-parleurs, mais il y a énormément de gens qui ont juste pas fui en fait. On leur disait que le tsunami allait arriver, mais ils fuyaient pas parce que ils sont habitués à des alertes où on dit que le tsunami arrive et finalement le tsunami c'est une vague de 1 mètre et il n'y avait pas besoin de partir. Donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cru, qui sont restés et Oui. il y a eu beaucoup de, Oui, il y a eu beaucoup de 20 000, victimes, 20 000, ouais. 20 000 morts quand même. Ouais. En tout cas, on nous dit qu'il y a effectivement eu un séisme à Fukushima hier de 5,8. Ah oui, je n'étais pas au courant. Hier Ouais. ou avant-hier. Ouais. Donc oui, ouais. Après, c'est une zone très, très sismique. C'est vrai que c'est habituel, mais donc c'est vraiment en plus ancré dans, dans l'état d'esprit japonais, Ah oui. la survenance de catastrophes, quoi. Oui, par exemple, sur ce Big One que je mentionnais, le plan du gouvernement japonais est d'essayer d'anticiper et de réduire au minimum le nombre de morts qu'il y aura. C'est-à-dire qu'on Ils parle savent pas, que ça va ils savent que arriver, ça va il y arriver aura et des ils savent morts. qu'il y aura des morts Ouais. par dizaines de milliers. Et ils essayent au maximum de réduire par tout un tas de Mm. dispositifs.
Mais c'est-à-dire que le big one, ça serait pour Tokyo, le problème, par exemple, ça serait pas tant le tsunami, ça serait des incendies. Tokyo est une ville qui a été ravagée plusieurs fois dans son histoire par des incendies, et la crainte, ça serait de nouveau un immense incendie parce qu'il y a encore beaucoup de gaz, beaucoup Mm. d'habitations assez vieilles, la plupart des habitations, enfin en tout cas beaucoup d'habitations en résidentiel sont en bois. Donc c'est une des très grandes craintes aujourd'hui. Ouais. D'accord, merci. Bon, n'hésitez pas, hein, du coup, dans le chat, si vous avez d'autres questions. Il y a un petit décalage entre le stream et la réalité. Donc, n'hésitez pas, on reviendra en arrière si besoin. Moi, je te propose qu'on passe à des objets, des anecdotes Ah oui. que tu as pris avec toi. Donc, peut-être commencer par les objets. Tu vois, on propose toujours à nos chercheurs de Ouais. ramener des objets et il n'y a pas plus d'autres consignes que ça. C'est si vous avez des choses en lien avec votre activité qui sont importantes pour vous. Alors des fois c'est un instrument de mesure transportable puisque bon, on est quand même dans un bureau et pas dans un labo. Donc ça peut être un instrument, mais ça peut être des fois quelque chose de symbolique. On a un chercheur qui nous a ramené une petite bouteille d'eau de mer qu'il a prélevée à plusieurs milliers de mètres de profondeur aussi. Donc ça, voilà, ça peut être plein de choses différentes. Qu'est-ce que tu nous as ramené, Mathieu? Alors, bon, déjà, je les ai toujours sur moi, en fait, ces objets. Euh, je vais expliquer pourquoi. Non, je les ai toujours sur moi, je vais expliquer directement pourquoi. Parce qu'en fait, Ah, il y a juste, désolé, je t'interromps parce qu'on revient un peu en arrière. Bubble Kawa ouais, qui nous demande, Monsieur Golen, vous pensez que cette résilience a à voir avec le sentiment d'appartenance à un groupe plus forte dans les civilisations asiatiques que européennes? Vraiment, Bubble Kawa, je pense que s'il fallait poser cette question, c'est aujourd'hui parce que tu auras personne de plus compétent que Mathieu pour y répondre, pour le coup. Je sais pas si tu auras la réponse, mais en tout cas, si là on n'a pas la réponse, nous on n'aurait pas pu faire mieux, hein. Je suis désolé. non, c'est une excellente question, hein. Oui, Par contre, est-ce que je vais être capable d'y répondre là tout de suite? Parce que je ne m'étais pas posé la question de cette manière-là. Je dirais plutôt que oui, je pense effectivement. Non, mais je pense qu'il y a des. J'ai jamais envisagé la chose comme ça, donc je vais rester Elle nous dit en Asie, dans les gens sont plus l'hypothèse. focus sur le groupe avec le confucianisme. Mais on peut imaginer qu'un groupe plus soudé permet d'avoir une résilience plus forte, permet d'avoir des réactions de survie mieux coordonnées qu'un groupe qui n'a pas un sentiment d'identité aussi forte qu'au. Ceci dit, par exemple, on a tendance un petit peu on a tendance un peu à mettre un peu l'accent de manière très forte sur ça, à dire que le Japon est une société très soudée, confucianiste. Dans la réalité, quand même, et ça m'a été beaucoup raconté l'année dernière quand je vivais à Sendai. Par exemple, on a beaucoup dit qu'au Japon, il n'y avait pas eu de pillage après la catastrophe du 11 mars, etc. C'est pas vrai. Il y a eu des pillages, parce que vous avez toute une partie des villes qui ont été abandonnées, et il y a eu des pillages. Il y a eu aussi des gens qui revendaient des choses extrêmement chères. Donc il y a eu quand même des effets pas très solidaires. Mais dans l'ensemble, euh, ça ne fait pas oublier quand même les images qu'on a vues à l'époque, qui ont marqué beaucoup à l'époque, d'une extrême solidarité des Japonais entre eux, et d'une grande efficacité lors du désastre de Fukushima et du Tohoku. Donc je pense que c'est un facteur, c'est un facteur. Mais je l'ai pas étudié en tant que tel, donc je ne me permettrai pas d'aller plus loin. Oui, c'est une perception, c'est pas une. Bah, c'est la différence entre voilà, on pense que et il y a eu un travail de recherche avec une démonstration qui a été réalisée. Il faudrait faire des comparaisons Oui, avec oui, d'autres sociétés qui sont moins marquées euh, par par ce ce trait type de. Oui, d'organisation. Ouais, ouais, ouais. ok. Merci en tout cas. En plus, ça donne de l'éclairage sur voilà, la différence entre une hypothèse et une Oui. validation scientifique. Tu vois, merci pour ta réponse. Donc, je pense que c'était satisfaisant quand même. Oui, c'est une très bonne question qui mérite par Merci pour contre la question. Ouais. qui mérite d'y travailler un petit peu longtemps en fait, c'est ça, parce que je veux dire qu'on peut pas y Oui, de toute répondre façon, comme les ça. études en anthropologie sont jamais très courtes, quoi. C'est Non. toujours du temps long, Ouais, ouais. nécessaire. Alors, c'est pas le cas forcément pour toutes les disciplines. On peut avoir des projets relativement courts sur d'autres disciplines. En anthropologie, c'est rarement le cas quand même. Donc bon, c'est assez, voilà, c'est pour dire que ta réponse n'est pas surprenante en Mm, soi, mm, mm. vu la discipline en question. Je pense qu'on peut revenir aux objets. Désolé pour l'interruption. C'est pas grave. Les objets, justement, c'est pour pas oublier des recherches en cours que je dois terminer, parce que
Tu parlais du temps long de l'anthropologie, du coup, ça a une implication, c'est qu'au bout d'un moment, on a d'autres projets qui arrivent et puis on n'a pas tout à fait terminé les anciens. Donc, je garde toujours des objets pour me dire un jour ou l'autre, ça, il faut le terminer. Le premier, en fait, c'est c'est un médaillon de l'église Notre-Dame du Carlat à La Grasse. Alors, pourquoi j'ai ça? On n'est plus au Japon. La Grasse, c'est un petit village dans l'Aude, près des. Comment ça s'appelle? Dans les Corbières. J'ai fait une résidence d'auteur là-bas il y a 2 ans. Donc, c'est une résidence qui accepte, comme une résidence d'artistes, qui accepte des artistes, mais aussi des anthropologues. Et j'avais été pris sur. Donc, c'est une résidence où on reste à la Grasse, dans une maison pendant un mois. C'est une forme de colocation, on est avec 2 autres personnes. Et le but, c'est on est pris sur un projet. Et le but, c'est de réfléchir à ce projet et de produire quelque chose à la fin. Et donc, moi, comme j'écris, par essence, ce que je devais restituer à la fin, c'était un livre qui a été en grande partie écrit, mais qui est toujours pas terminé. Euh, Pourquoi je garde ça? Parce que, donc, juste pour terminer sur ça, mon projet, c'était, je voulais travailler sur euh, le pain miraculé de l'Ikuzen Takata. L'Ikuzen Takata, j'ai le temps pour développer un petit peu, Oui, ça va oui, pas trop on est long. là pour ça, hein. On est là pour ça. Je pense que tout le monde est passionné là, donc vas-y, Alors, profite. l'Ikuzen Takata, c'est une ville qui est dans la préfecture d'Iwate, donc c'est très au nord du Japon. C'est une des villes qui a été la plus détruite par le tsunami de 2011 et que j'avais eu, je ne vais pas dire la chance parce que c'est pas très, très heureux, mais que j'avais pu voir quelques mois après, au printemps 2012. Non, un an après du coup, au printemps 2012. J'étais allé avec des amis japonais. En plus, c'était des amis japonais qui avaient perdu quelqu'un sur place. Et c'est une des villes qui m'a le plus marqué parce qu'à l'époque, on n'était pas encore dans la reconstruction. Il y avait, on était en train de déblayer les débris et tout, mais c'était très impressionnant. La ville était entièrement détruite. Il n'y avait plus que 3 structures debout, ou plutôt, comment dire, l'armature en acier de certains bâtiments, euh, notamment la mairie, où beaucoup de personnes étaient décédées au 3e étage parce qu'on leur avait dit de se réfugier au 3e étage, que le tsunami n'irait pas jusqu'au 3e étage, et le tsunami est allé jusqu'au 3e étage. Et l'école, et je me souviens plus, un troisième bâtiment, si c'était le centre commercial. Et tout était absolument dévasté, on aurait dit un paysage de guerre. Donc ça a été une expérience assez particulière. Je suis allé à d'autres endroits après, à Fukushima, dans le Tohoku, mais la ville de Likuzen Takata m'a marqué. Et elle m'a marqué parce qu'en partant de Likuzen Takata, j'avais remarqué quelque chose que beaucoup de monde ont remarqué, c'est qu'il y avait au bord de la mer, au milieu de ce paysage de ruines, un pain rouge, un pain rouge et noir même, on appelle ça, parce qu'il y a pain noir, pain rouge au Japon, et lui c'est un hybride. Donc on pain du Japon, si vous voulez, c'est comme les pains en Méditerranée, mais c'est beaucoup plus haut, ça a des troncs très fins, et c'est beaucoup plus haut. Et ce pain, assez rapidement, on l'appelait le pain miraculé du Japon. Euh, Kisetsu no Ippon Matsu. Euh, euh, le pain solitaire miraculé. Le pain seul miraculé. Pourquoi? Parce qu'il y avait une pinède au bord de la mer et qui était classée comme un des paysages les plus beaux du Japon. C'était une pinède qui avait été plantée à l'époque d'Edo, à l'époque des Tokugawa, et qui comportait 70 000 pins. Donc c'était une pinède magnifique au bord de la mer. Nikuzen Takata était d'ailleurs une sorte de station balnéaire. Les gens y venaient pour aller à la plage, etc. Et donc, de ces 70 000 pains, est resté un seul pain. Donc, ça a été. Les Japonais, les gens de Nikuzen Takata ont investi énormément de choses dessus. Et ce pain m'intéresse beaucoup. Ça me fascine ça m'intéresse toujours beaucoup parce qu'on y a investi énormément symboliquement au point que, en réalité, moi, quand je l'ai vu en 2012, je ne le savais pas encore, mais après, il y a eu des articles de presse, ce pain est en train de mourir. Il avait ses racines qui étaient gorgées d'eau de mer. Et il est mort. Et il y a eu un énorme projet de la ville de Likuzen Takata, financé par des donateurs privés, qui a été de ressusciter en quelque sorte ce pain, en faire une sorte d'hybride de pain mort-vivant. Je ne sais pas comment appeler ça, c'est-à-dire qu'on l'a découpé et on l'a vidé, on a mis un tube en acier à l'intérieur, on a quand même gardé l'écorce sur laquelle on a mis qu'on a plastifié, on a fait des épines en plastique. Enfin, donc le pain, on l'a remis. En 2015, on a remis le pain sur place, au même endroit. Mais c'est un objet aujourd'hui extrêmement étrange. C'est quelque chose qui est composé un petit peu de l'ancien pain mort. Et en même temps, c'est une sorte de statue. Et c'est
extrêmement étrange d'en avoir fait un pain miraculé, un pain de l'espoir, comme on l'appelle au Japon. Donc voilà, je commence à être un peu long. Non, non, C'était mais mon pas projet de souci. à la Grâce. Et en arrivant à la Grâce, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres choses qui faisaient écho à ça, notamment des mélèzes que j'avais vus dans les Alpes. À l'époque, j'habitais à Nice, Sophie Antipolis, c'est là où j'ai fait ma thèse. Et j'allais beaucoup dans le Mercantour. Et dans le Mercantour, il y avait un guide qui s'intéresse à ça, qui met en valeur, non pas la vallée des... C'était dans la vallée des merveilles, hein, donc il met en valeur non pas uniquement les gravures rupestres qu'on trouve là-bas, qui sont magnifiques, hein, mais aussi ces mélèzes foudroyés qui ont plusieurs, pour certains, on estime qu'ils ont plusieurs centaines, voire plusieurs, peut-être milliers d'années, et qui ont des énormes troncs, mais massacrés par la foudre. Ils sont marqués, ils ont les stigmates de la foudre qui s'enroulent autour du tronc. Certains ont plus de cimes, ils sont coupés, et ils continuent à survivre dans des conditions extrêmes. Et donc, à partir de là, commençait à émerger l'idée de m'intéresser non plus à la résilience des êtres humains, mais aussi des arbres et de comment les êtres humains investissaient une mémoire du désastre et de la résilience à travers ces arbres. Et le troisième arbre, et c'est pour ça qu'il ne faut pas que j'oublie la Grâce, c'est qu'il y a eu toute une histoire aussi dans les arbres de l'abbaye de la Grâce. La Grâce a une immense abbaye magnifique du XIe siècle, qui est partagée depuis la Révolution française dans une partie privée qui est tenue par des chanoines euh, qui font d'ailleurs un petit peu, comment dire, on parle beaucoup d'eux en ce moment parce qu'ils organisent aussi des résidences avec certains auteurs classés à l'extrême droite, etc. Et puis il y a la partie publique dont moi je dépendais puisque j'étais financé pour ma résidence par la partie publique. Et les deux ont une histoire d'arbre également. Il y a un cèdre du Liban qui a été, donc j'ai essayé de retracer l'histoire, qui a été planté dans la cour, dans la partie abbatiale qui est publique de l'abbaye. Et j'ai découvert en étant là-bas qu'il y avait eu aussi un pin parasol dans le cloître de l'abbaye. Et c'était à l'époque, on estime le pin le plus vieux d'Europe. Il avait 160, 200 ans. Et il a fallu le couper parce qu'il abîmait le, la structure de l'abbaye. Et ça a créé un grand émoi dans le village. Le village était composé à la fois de théophanes. Alors à l'époque, ce n'était pas des chanoines, c'était les théophanes. C'est une sorte de congrégation religieuse qui, par certains aspects, était un peu hippie. Alors, là, on est dans les années 80. Et une autre partie du village, euh, des vignerons, etc., qui étaient très attachés au pain. Et, euh, et c'était assez mouvant parce que j'ai pu rencontrer un ancien théophane qui vit toujours dans le village et un ancien villageois qui était à l'époque très opposé parce qu'il y a eu une violente dispute dans le village. Euh, il y a les gendarmes qui sont venus. À l'époque, on a coupé le pain. Une fois que la décision c'est remonté jusqu'à Jack Lang à l'époque, c'est-à-dire que tout le village s'est opposé. Jack Lang s'en est mêlé, le ministre de la Culture s'en est mêlé en disant il ne faut pas couper ce pain, etc. Donc, bon, j'ai découvert cette histoire qui m'a beaucoup plu aussi. Et voilà. Et ça, c'est le villageois dont je parle, qui était très ému quand il parlait de ce pain qu'on a coupé, mais qui acceptait d'en parler avec le théophane, parce que c'est l'histoire ancienne. Et il m'a fait visiter Notre-Dame du Cœur-Là, qui est une église un peu éloignée du village, qui est très jolie. Et bon, il y a plein de médaillons, donc il m'a donné ça. Ça m'a rappelé un petit peu, ma tante est très croyante, et à chaque fois que je partais au Japon, elle me donnait un médaillon de la Vierge parce qu'elle avait peur que j'ai un accident d'avion. Donc ça m'a rappelé un petit peu ça. Donc à la base, je l'ai gardé parce que je trouvais ça juste sympa qu'il me file ce médaillon. Et puis c'est devenu surtout que n'oublie pas de finir ton manuscrit sur ces histoires d'arbres. Voilà. Et je peux passer directement au Ouais, second objet. juste, il y a une petite question au milieu. Laurie Neuro, d'ailleurs. Laurie, moi, je pensais que tu serais en train de dormir au vu de l'activité de ta semaine, mais je suis ravi que tu sois là. Laurie, c'est l'organisatrice de la semaine du cerveau qui est en cours à l'université. Il y a eu des conférences mardi, mercredi et jeudi soir. Donc, très mobilisée cette semaine, qui te demande est-ce que cette mémoire des catastrophes, c'est aussi lié au dark tourisme? Hum, En tout cas, ça encourage. Il y a une certaine forme de mémorialisation qui encourage le dark tourisme, je pense. Là, je pense notamment au fait que, euh, je vais revenir sur Fukushima. À Fukushima, il y a un processus de mémorialisation qui est extrêmement fort et inédit au Japon et peut-être même inédit dans le monde, je pense. On a construit tout un tas de musées de la catastrophe, que ce soit Fukushima, enfin plutôt du tsunami et du tremblement de terre. On relève, il y a même une association qui s'est créée pour toutes les recenser.
Et je crois qu'on relève une centaine de lieux créés depuis 2011 pour perpétuer la mémoire de cette catastrophe, parce qu'une des peurs des Japonais, c'est d'oublier. Par exemple, à Sendai, où je vivais, il y a le quartier de Yuriage qui a été détruit par le tsunami. Et dans ce quartier, après le tsunami, on a redécouvert des pierres qui étaient là, des pierres où on avait gravé à l'époque d'un tsunami précédent, à l'époque Meiji, faites attention, à cet endroit, des tsunamis peuvent se produire. Et c'est des choses qui avaient totalement été oubliées. Il y avait eu ce processus de mémorialisation déjà dans les années 30, on avait érigé beaucoup de ces pierres, mais ça avait été oublié. Donc la crainte des Japonais aujourd'hui et le travail des Japonais, c'est de se dire comment faire pour que cette fois-ci on n'oublie pas, pour que les gens, quand il y a un tsunami il arrive, ils savent que c'est très dangereux et qu'il faut partir. Et donc, il y a beaucoup de musées qui ont été ouverts, et il y en a un qui m'a particulièrement intéressé, c'est le musée de l'accident nucléaire de Fukushima, qui a la particularité d'être construit à 1,2 km de la centrale, donc dans une zone extrêmement radioactive il y a quelques années, qui a été décontaminée, mais qui est entourée quand même de forêts qui sont toujours très radioactives. Et on a fait un musée à cet endroit-là. Et je dirais que ça participe d'une forme de dark tourism. C'est qu'on essaye d'attirer quand même les gens vers les points les plus centraux de Fukushima. Euh, pourquoi Je ne sais pas trop. C'est un musée qui me questionne beaucoup. On aurait pu le faire ailleurs. Fukushima, c'est une préfecture qui est extrêmement grande. On aurait pu le faire dans la ville de Fukushima, par exemple, qui est beaucoup plus éloignée. Pourquoi on l'a fait à cet endroit? Ben, une des réponses, c'est que les activités économiques s'étant arrêtées sur la côte de Fukushima, parce que le plus grand employeur, c'était TEPCO, c'était l'exploitant de la centrale. La pêche étant aussi plus ou moins arrêtée, ben, le gouvernement japonais, la préfecture, le gouvernement préfectoral local mise sur le tourisme local. Et donc, s'entremêle ici une volonté à la fois de faire mémoire de l'accident, mais aussi d'attirer, de créer du tourisme autour de ça. Et c'est assez impressionnant quand on visite ces musées, parce que ça met un peu quelque part mal à l'aise. Ouais. C'est-à-dire que, mais on pourrait avoir la même critique. Cependant, je suis en train de penser sur le musée d'Hiroshima, par exemple. Le musée Oui. Hiroshima attire sans doute beaucoup de monde par le fait qu'il y a eu un bombardement nucléaire, qu'il y a un Après, musée. puis ce type de mémorial, on le retrouve partout. Nous, beaucoup existent en France autour de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une vraie vocation de mémoire. Mm. Mais il y a aussi du tourisme lié à ça. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu mêlé et ça peut effectivement mettre mal à l'aise, hein. Donc, Oui, mais je pense après, si le but, c'est réellement d'informer les personnes, par exemple, sur qu'est-ce que c'est un accident nucléaire, qu'est-ce que ça fait quand un accident se produit, pourquoi cet accident s'est produit, parce que le musée, quand même, ça a oui. été changé ensuite, mais rappelle l'histoire d'un sentiment de sécurité totale qu'avaient les Japonais, un sentiment que l'accident ne se produirait jamais, et qui donc a favorisé encore plus l'irruption de l'accident. Si on reste sur cette idée-là, Mm. euh, il n'y a pas de critique à avoir. Il y a une Oui, oui. volonté qui Puis il est. faut bien que les gens se déplacent à faire du tourisme pour découvrir des choses, dédier une partie de son activité touristique à aller voir des lieux de mémoire, ça peut être une bonne chose aussi. Oui, oui, oui. Mais j'ai quand même. Je resterai assez critique quand même sur ça. Sur le fait de l'avoir fait aussi près de la centrale nucléaire de Oui. Fukushima Daiichi. C'est quelque chose qui me semble. Je le comprends, parce qu'en fait, on essaye de réanimer la vie locale et la vie économique locale, et donc par tous les moyens. Mais on peut se questionner. À Tchernobyl, on n'a pas fait un musée de Tchernobyl. Il y en a un Non. qui existe, je crois, qui est en Ukraine, qui est à Kiev, je pense, mais je ne sais plus exactement où il est. Mais je ne pense pas qu'il est aussi près de la centrale. Bon, ceci dit, l'accident nucléaire de Tchernobyl était beaucoup plus important en termes de Oui, rejet oui. radioactif que Fukushima Daiichi. Mais Non. Imias qui nous dit c'est comme le mémorial du 11 septembre avec une galerie commerciale qui a été construite à ouais, côté du ouais. Grand Zéro. Oui, j'ai vu Ouais. ça aussi récemment. Ouais. Effectivement, c'est sûr que ouais, ça rejoint un peu tout ça, l'opportunisme économique sur la Ouais. mémoire, c'est effectivement des choses qui peuvent être mal à l'aise, quoi. Ben, par exemple, quand vous allez à Iwaki, au sud de Fukushima, vous avez le dépliant pour les touristes avec tous les trucs à faire. Et puis, maintenant, on a rajouté le musée Ouais. du désastre. Euh, bon, après, en même temps, c'est logique, mais c'est un Oui. peu différent du cas du centre Après, commercial, oui, mais oui, où là, où oui, vraiment on on est mêle, d'accord, on on est mêle les d'accord. deux totalement. Parce que Ouais. moi, je suis quand même partagé parce que je me dis, oui, il y a des touristes qui viennent et pourquoi on fait un mémorial? Si on fait un mémorial, c'est pour que les gens viennent le voir, Oui, pour oui, qu'ils oui. se rappellent. Donc, quelque part,
le fait de dire s'il y a un dépliant dédié aux personnes qui viennent visiter cette zone-là, leur dire vous pouvez aussi avoir un tourisme mémoriel, du coup peut-être un peu moins dark tourism, ça peut marcher aussi. Bubble Kawa nous dit la zone Fukushima a été décontaminée, il me semble que le taux de radioactivité est dans les normes maintenant. Oui, mais sur ces zones-là, c'est pas le risque radioactif dont parle Mathieu, forcément, qui met mal à l'aise. C'est pas. Oui, mais un petit peu quand même aussi, hein, parce Ouais. que moi, quand j'avais visité ce musée, donc il est à Futaba, donc vous sortez de la gare, il y a un panneau qui indique le niveau de radioactivité dans la gare qui est extrêmement bas, qui est proche probablement de la radioactivité naturelle à l'époque. Et puis, donc c'est une nouvelle gare. Alors, c'est extrêmement vide, il y a plus rien. Il y a que des ouvriers qui construisent des bâtiments, mais la ville n'a pas vraiment repris. Et donc vous sortez, vous avez une avenue principale. On peut louer des vélos, il y a une navette qui. Et en fait, cette avenue principale, donc de manière rectiligne, mène au musée. Et normalement, c'est ce qu'on est censé faire. On est censé prendre la navette ou prendre le vélo et aller au musée. Et bon, on n'a pas à s'amuser à se balader à droite ou à gauche. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, quand on se balade ou à droite ou à gauche, euh, donc là, déjà, on croise des ouvriers, ils vous regardent un peu bizarrement parce qu'il n'y a absolument personne. Et puis, il y a encore beaucoup de ruines fermées parce qu'elles sont radioactives. Et puis surtout, il y a encore une radioactivité qui est beaucoup plus importante. C'est-à-dire qu'on a décontaminé, mais la décontamination, elle n'est jamais parfaite. Alors, elle est quand même assez impressionnante, hein. Les zones qui ont été décontaminées dans la préfecture de Fukushima, on a réussi à réduire la radioactivité de 80%. Donc, c'est tout à fait impressionnant. C'est un chantier inédit qui a Ouais. coûté énormément d'argent. Mais c'est loin d'être parfait. J'ai un autre exemple qui me vient en tête, c'est la commune d'Itate. C'est un village euh, agricole qui est cette fois-ci un peu plus éloigné de la centrale de Fukushima, mais qui a été particulièrement impacté par le nuage radioactif. Il était en plein sur le nuage radioactif au 15 mars, à un moment donné où il y a eu le plus de radioactivité qui a été émise et où il y a surtout eu des retombées, parce qu'il y avait de la pluie ce jour-là. Et ce village qui a été décontaminé, si vous restez sur la route, effectivement, le taux de radioactivité est bas. Il est quand même beaucoup, beaucoup plus élevé que de manière naturelle, mais il est bas. Mais par contre, ce qui est assez impressionnant, c'est que vous allez par exemple à la crèche. Donc il y a une personne locale qui vit là-bas qui m'a amené. Donc vous allez à la crèche, vous allez sur le parking devant la crèche, vous mesurez la radioactivité, c'est assez bas. C'est pas de l'ordre naturel, mais c'est très très bas. Et il suffit que vous allez un tout petit peu sur le côté, sur les abords de la route, donc là où il y a de l'herbe ou quoi, et là, la radioactivité monte. Et elle monte à des niveaux qui sont plus du tout naturels et qui questionnent Ouais. sur l'effet sanitaire sur le long terme, hein. Je ne parle pas Oui, en c'est y pas allant des, une c'est journée pas comme des ça, doses mais immédiatement. et surtout Oui. la conséquence de tout ça, c'est que les enfants de Fukushima ne peuvent plus aller se balader en forêt, quoi, tout simplement. Parce que les, Oui. les forêts n'ont pas été décontaminées, le chantier est tout à fait impossible. Oui. On peut On pas peut pas, on déraciner peut tous les pas. arbres Non, il faudrait et raser les enlever forêts. Et 2 mètres puis, de terre déjà qu'on ne de sait pas quoi profondeur. faire Ouais. de tous les déchets radioactifs qui ont été créés par la Oui, parce que tout ça, décontamination. c'est traité comme un déchet ensuite. Tout ça est traité Donc, comme un oui, oui. déchet. C'est dans des stockages temporaires qui restent à Fukushima. Donc la plupart des communes du bord de mer en fait sont remplies à perte de vue De conteneurs de déchets. de ces déchets. Ouais. Donc oui, je mettrais un Oui. petit peu un bémol sur le fait qu'il n'y a aucun risque. Oui, oui, effectivement, si vous restez sur la route, il n'y a aucun risque, mais c'est tout de même curieux d'avoir voulu placer Oui. ce musée de manière aussi proche. Mais bon, c'est une opinion personnelle, hein. Je ne suis pas Bien sûr qu'elle sûr, est oui, oui. partagée par tout le monde qui utilise ce musée. Très bien. Je pense qu'on peut passer à la deuxième médaille. La deuxième médaille, Je sais pas si c'est une médaillon. médaille, Alors, médaillon, je je sais sais pas pas, comment on je appelle sais pas ça. comment C'est en l'appeler. bois. Si C'est vous en voyez bois. pas bien, oui, c'est en bois gravé, enfin gravé Ouais, au laser. c'est euh, c'est comme ça. Il y a écrit Yakushima dessus. Il y a la forme de l'île de Yakushima par des cercles concentriques. Yakushima, j'y suis allé l'été dernier, bon, là, en touriste. Euh, c'est euh, c'est une île qui est dans la préfecture de Kagoshima, qui est au sud de Kagoshima. Il faut un peu de temps pour y aller. Il faut prendre un ferry. C'est assez loin de Tokyo. Enfin, moi, je conseille à tout le monde d'aller la visiter. C'est magnifique, hein. Yakushima, c'est connu parce que c'est la première zone au Japon qui a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, notamment en raison d'une biodiversité assez importante et en particulier aussi par l'existence au centre de l'île d'une forêt primaire, une partie de la forêt qui est encore une forêt primaire. Et on y trouve là, et ça rejoint un peu quelque chose de précédent, ce qu'on estime être les arbres les plus vieux du monde.
C'est les cèdres du Japon, si je ne me trompe pas. Sugi, je crois que c'est cèdre. Et ils ont plusieurs milliers d'années. Donc il y a tout un débat. Le plus vieux, c'est Jomon Sugi. Il aurait eu 1000 ans. Ça, c'est la légende un peu locale. En réalité, il aurait plutôt que 3 à 4 000 ans, mais c'est quand Que, même. que 3-4, C'est c'est pas terrible en c'est fait. pas C'est terrible, pas... hein. Mais alors, il s'appelle Jomon Sugi parce que l'idée, donc, du coup, ça serait qu'il remonte à l'ère Jomon au Japon, qui est un peu l'ère préhistorique du Japon. Et puis, mais il y en a d'autres, hein. Il y a tout un tas d'arbres qui ont plusieurs milliers d'années, qui sont tout à fait impressionnants en taille. Et surtout, il y a quelque chose d'assez beau parce que pour aller les voir, il faut aller vraiment au centre de l'île. C'est une île qui fait 2000 mètres de haut à son sommet et qui est à la fois un peu une jungle, hein. Il fait très chaud à Yakushima, donc euh, je ne suis pas arrivé à aller jusqu'à Jomonsugi. On avait mal dormi la veille, j'étais avec un ami et il faut 10 heures aller-retour pour aller jusqu'à Jomonsugi. Donc nous, on avait 8 heures aller-retour, on en a vu un paquet, mais je n'ai pas réussi à voir à Jomonsugi. Euh, voilà, j'y suis allé en touriste et puis en revenant de Yakushima, en partant sur le ferry. Alors ça, c'est parce qu'en fait, pour rentrer, il y a l'ensemble de l'île qui est classé au patrimoine mondial d'UNESCO et le centre de l'île avec la forêt primaire qui est un niveau encore au-dessus de critères, qui est une sorte de parc naturel hyper protégé au Japon avec des critères extrêmement stricts. Euh, Notamment le fait qu'on on peut pas aller aux toilettes dans la forêt, c'est interdit. Donc il y a tout un truc avec des tentes, il faut avoir son propre sac et tout. Enfin, bien sûr, on peut pas, il faut ramener tous ses déchets, etc. Bon, ça, c'est des choses qu'on Oui. connaît en France, mais c'est très strict. Et il faut aussi payer une sorte de taxe. Et contre cette taxe, on vous donne ce petit objet. Donc je le garde parce qu'en fait, en revenant de Yakushima, j'ai eu l'idée de lancer un projet de recherche sur cette île. Ça m'intéresse parce qu'en fait, quand j'étais sur le ferry au retour, je me suis rendu compte qu'il y avait j'étais à Miyanoolu, qui est un village de pêcheurs. Il y a pas grand monde qui vit à Yakushima. Il y a 20 000 personnes à peu près, je crois, qui vivent. Et je me suis rendu compte qu'il y avait, juste à côté du village où j'étais pendant une semaine, il y avait une immense cheminée, il y avait une usine. Alors, je fais des recherches et puis je me suis rendu compte que c'était une usine qui traitait des minerais pour l'industrie, je crois pour la batterie. Je sais plus, alors je ne saurais plus c'est quoi. Je crois que c'est du silicium ou je sais plus. Ok. Donc, je me suis posé la question de qu'est-ce qui se passe dans cette île de manière plus large que cette histoire qu'on raconte toujours, des cèdres qui sont très anciens, qui ont influencé aussi, j'ai oublié de le dire, Princesse Mononoke. Hayao Miyazaki a passé 20 jours avec toute son équipe sur l'île à faire des croquis, parce que c'est vraiment la forêt qui l'a marqué, qui a influencé celle de Princesse Mononoke. Donc, et c'est aussi pour ça qu'il y a du tourisme aujourd'hui. Et l'île souffre du tourisme, et ça se voit. On n'est pas très bien accueilli par les gens. Les Japonais sont plutôt hospitaliers en général. Là, peut-être parce que c'est une île, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de touristes qui passent sur l'île. Il y a ça. Et pour en avoir parlé avec une des personnes, il y a un débat sur le fait de faire peut-être un quota de personnes qui peuvent venir sur l'île. Voilà, donc à partir de là, j'ai initié l'idée de faire un projet d'écosystème, d'étudier l'écosystème symbolique, mais de façon très large, entre différents acteurs qui vivent sur l'île, à savoir ces cèdres multimillénaires, les humains qui habitent là, les touristes, les symboles qui ont été créés autour de cette île, que ce soit les films d'animation de Hayao Miyazaki, les animaux aussi. L'île est beaucoup étudiée déjà par des éthologues parce il y a des singes de Yakushima, on appelle ça les Yakuzaru, et il y a des biches de Yakushima. Les Yakushika, c'est quasiment les deux, je crois, mammifères qui existent sur l'île, à part les humains, et, euh, et ils vivent en forme de symbiose. On pense que, enfin c'est des hypothèses, mais on pense que les singes ont plus ou moins domestiqué les biches. Ils s'en servent, ils montent dessus, ils s'en servent pour se déplacer. Enfin, il y a des choses comme ça qui ont été observées. Et à l'inverse, les biches mangent en partie les fruits que font tomber les singes quand ils sont dans les arbres. Donc il y a une partie aussi éthologique qui est intéressante et c'est quelque chose qui me permet aussi de vous parler un peu de l'évolution de l'anthropologie. L'anthropologie aujourd'hui, elle s'intéresse plus uniquement aux êtres humains, mais elle s'intéresse aux êtres humains plus uniquement coupés du reste de la nature, mais vraiment dans leur écosystème, en lien avec les autres formes de vie. Et ce qu'on appelle une anthropologie au-delà de l'humain. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Et c'est aussi un peu la sémiotique tend vers ça également. Parce que la sémiotique s'intéresse à toute forme de signe, qu'ils soient humains, non humains, et comment tout cela dialogue.
Très bien. Bubble Kao nous demande, alors petite pression, est-ce que c'est dans la préfecture d'Okinawa? Non, c'est dans la préfecture de Kagoshima. Mais effectivement, c'est pas loin de certaines îles d'Okinawa. Mais ça fait encore partie de Kagoshima, donc de Kyushu. Et il y a et d'ailleurs, culturellement, ça se rapproche plus du Kyushu. Les Japonais du Kyushu parlent beaucoup, ils parlent très fort. On n'est pas du tout comparé aux Japonais de Tokyo. On a une culture qui est assez différente. Ils boivent beaucoup d'alcool très fort. Ils boivent beaucoup de shochu, alcool à 20 degrés. Alors qu'à Tokyo, on a plutôt tendance à boire. Il y a il y a des grosses différences de. Oui, bah après, Ça, ça m'intéresse, mais il y a des grosses différences de c'est, consommation d'alcool entre différentes régions. on boit Alors pas les mêmes qu'Okinawa, alcools en Bretagne et à ouais, Marseille. ouais. Alors que, ouais, alors qu'Okinawa, oui, c'est peut-être encore autre chose. C'est les îles Ryukyu et ils ont vraiment une culture à part pour le coup. Ils ont été colonisés, je pense qu'on peut dire le mot comme ça, ils ont été colonisés au XIXe siècle. Donc, et puis ils ont fait partie du territoire américain après la guerre jusqu'en 1972, puis ils sont revenus au Japon. Donc il y a une identité au Okinawa qui est très, très particulière, mais qu'on ne retrouve pas à Yakushima. Yakushima est quand même pas si loin que ça de Kagoshima. En ferry, il faut 3 heures, je crois. Donc c'est quand même assez rattaché. C'est très lié à Kagoshima pour leur relation. On aurait dû mettre une carte du Ah Japon oui, là, pour qu'on oui, puisse oui, oui. montrer. Oui, c'est vrai. Mais Mais la bon, prochaine, tu reviens. Bon, j'imprimerai une carte sur un A3 et d'accord. on fera une petite démonstration. Il y aura la météo au milieu de, de l'émission. Euh, Est-ce qu'on parle de l'anecdote? Est-ce qu'on bascule direct aux questions? On peut parler de l'anecdote. Allez. Après, je sais pas trop quoi parler comme anecdote. Je crois que tu nous avais parlé rapidement d'une anecdote Ouais, sur ta première année de sur thèse. ma première thèse, je vais en dire peut-être un peu deux, mais qui sont un peu Rapproche-toi pareils. un peu du- Les anecdotes, on en a pas mal quand on est sur les terrains. Bon, après, elles sont pas forcément très drôles ou. Non, non, bah Voilà, après, c'est voilà, la petite. En fait, l'idée de ça, c'est de dire ben, chaque recherche, chaque discipline, chaque domaine, même dans une même discipline, en fonction des pratiques, chaque recherche est différente et on aime bien parler des projets, voilà, ce que j'essaye de démontrer. Mais Hmm. en fait, derrière ça, il y a quoi comme pratique? Et c'est vrai qu'une anecdote, des fois, te fait te représenter un peu mieux ce qu'est la pratique de la recherche. Donc, bon, ça peut être drôle, mais c'est pas forcément une obligation non plus, quoi. Ah, bon, je vais revenir quand même sur l'anecdote Oui, oui, que j'avais vas-y, vas-y. préparée, puis j'en évoquerai une autre après. Mais la première, en fait, je vais repartir vraiment sur l'origine de mon intérêt pour le Japon et de la recherche, en repartant de mon tout premier sujet de recherche quand j'étais étudiant. Donc, je travaillais, comme j'avais dit, sur les mouvements étudiants dans les années 50-60 au Japon. Et à la base, je voulais faire un truc, c'était un travail d'étudiant. J'étais à Sciences Po Ex, donc il n'y avait pas il y avait pas encore de licence master à l'époque. On avait un cursus en 4 ans, et à la fin des 4 ans, il fallait, en plus du grand oral, rendre un mémoire. Donc, je sais pas master, ce serait plutôt licence, je sais pas comment dire ça. Enfin, en tout cas, c'était mon premier travail de recherche. Et à la base, j'étais parti sur. Je lis quelques bouquins en anglais sur cette histoire-là, je fais une synthèse, et puis, je me suis dit, ça serait quand même chouette je suis au Japon, ça serait quand même chouette de rencontrer des anciens militants révolutionnaires japonais de cette période. Et la manière dont je les ai rencontrés, en fait, elle m'a paru assez étrange, en tout cas à l'époque. C'est qu'il y avait un gardien, donc j'étais dans une résidence étudiant pour étrangers de l'université de Seinan Gakuin, université privée de Fukuoka. Donc Fukuoka, on n'est pas loin de Kagoshima, c'est l'île de Kyushu au sud du Japon. Et ce gardien, on s'entendait très mal. Il jouait son rôle de gardien à fond. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire rentrer qui on voulait. Il fallait marquer le nom de la personne qui rentre. À 22 h, il fallait que la personne reparte. Enfin, c'était quelqu'un de très désagréable, où il m'a appris un truc, mais qui m'a appris des choses quand même sur la culture japonaise. C'est qu'il se mêlait de tout. Une fois, j'étais dans la cuisine. J'avais mon autocuiseur, j'étais en train de prendre le riz, puis il restait du riz au fond que je laissais un peu comme ça accroché. Puis il me disait, il faut pas faire ça, au Japon, on gaspille pas. Et puis il m'expliquait les choses par rapport à la religion japonaise. Et c'est vrai, hein, c'est des choses que j'ai pu vérifier ensuite. Mais il était un peu lourd, on va dire, comme personne, donc je m'entendais pas bien avec lui. Mais bon, on discutait un petit peu, on se croisait. Et puis une fois, je sais plus comment, j'avais dû lui parler de mon projet de recherche, il m'a dit, ah ben moi je connais des gens qui ont été dans ce moment-là, qui ont été dans les manifestations. Dans les grèves étudiantes, etc. Donc j'ai dit OK, et ça a été mes premiers entretiens. Il m'a amené le soir dans un petit bar de Fukuoka, à la fermeture, à minuit. Je rentrais dans le bar, le mec baissait le rideau, et là, toute la nuit, et à l'époque, je comprenais pas bien le japonais,
Donc le gardien qui parlait pas très bien anglais, mais bon, c'était quand même intéressant toute la nuit. Le mec invitait d'anciens camarades et il me racontait les luttes étudiantes, les cocktails Molotov, parce que c'était extrêmement violent au Japon, hein. L'attaque de la base militaire de Sasebo, il y a une base militaire américaine pas loin à Sasebo, qui est une ville pas loin de Fukuoka. Et j'ai trouvé ça, c'est, ça m'a beaucoup plu. Je crois que c'est comme ça que mon Ouais. goût pour la recherche a commencé, c'est-à-dire que j'avais du matériel totalement inédit. C'est-à-dire que je ne trouvais pas ça dans des livres ou quoi. Et puis c'est des gens, finalement, personne n'était trop venu les interroger. Donc ils étaient là, bah, pourquoi pas, on va raconter un peu tout ça. Et, euh, et voilà. Et ça m'a appris deux choses. Donc ça m'a donné le goût à la recherche, je pense. Et ça m'a aussi appris qu'on pouvait être révolutionnaire japonais, parce que du coup, ce gardien avait quelques sympathies pour tout ça. Et être en même temps extrêmement rigide sur la culture, que c'était pas incompatible. Et que du coup, la culture prévalait un petit peu dans tout ça. C'est-à-dire que un marxiste japonais, c'est pas un marxiste français, c'est pas, etc., etc. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti à l'époque. À l'époque, je trouvais ça même contradictoire. Je me souviens aussi, je lisais, il y a un essayiste, je pense que c'était un militant, qui avait écrit un bouquin qui est pas mal d'ailleurs, que je recommande, qui s'appelle Le Japon mal rasé, et qui raconte l'histoire des marges et des alternatives au Japon. Donc ça commence par les anarchistes, ensuite ça parle d'associations qui s'occupent de personnes handicapées, mais de manière beaucoup plus ouverte que les centres psychiatriques, etc., etc. Et il a fait un très bon terrain, même c'est ni un universitaire ni un journaliste. Je me souviens pas d'ailleurs d'où il sort, mais son bouquin est pas mal. Et lui aussi était très frappé par le fait que pour lui, ça lui semblait, pour lui, un anarchiste, c'était quelqu'un, ben justement, de mal rasé, qui faisait un peu n'importe quoi, qui respectait pas les règles, alors que les anarchistes japonais, c'était des gens qui, malgré tout, à côté de ça, étaient très propres sur Culturellement, eux, ouais. et très, très culturellement. Et finalement, aujourd'hui, je trouve que c'est pas du tout une contradiction. C'est juste que les gens vivent dans une culture, et le fait d'être influencé par des idéologies étrangères révolutionnaires, ou d'accaparer ces idéologies n'a pas d'influence sur les comportements. Mais ça m'avait, euh, ça m'avait marqué, ce gardien. Et puis, la seconde anecdote que je voulais parler, c'est peut-être plus euh, pour rappeler un peu les imprévus du terrain. Je fais des terrains en anthropologie qui sont pas très dangereux. Google, comment on demande le mouvement étudiant dont tu parles, il manifestait pour quelle cause? Eh bien, à l'époque, c'était quand même pas que, mais c'était quand même très lié à la présence militaire Ouais. américaine. Ça commence en réalité dès la fin de l'occupation américaine en 52. Mais même avant, en 46, il y a tout un mouvement de grève extrêmement fort dans la presse, dans l'industrie. Il faut bien comprendre que jusqu'aux années 70, je dirais, voire aux années 80, il y a des grèves au Japon. En fait, ça paraît un peu inconcevable aujourd'hui, mais il y a eu des très grandes grèves au Japon, notamment des grèves de transport comme on connaît régulièrement en France. Il y en avait au Japon. Et la raison pour laquelle il n'y en a plus aujourd'hui, c'est parce que, un, on a privatisé le secteur, et surtout, deux, on a interdit alors, au Japon, non. Alors, pour le transport, c'est parce qu'on a privatisé le secteur. Mais il y a eu une énorme grève à l'époque de la privatisation du secteur euh, du rail au Japon. Et pour les fonctionnaires, c'est parce que les fonctionnaires n'ont pas le droit de faire grève au Japon. Tout l'ensemble des fonctionnaires, hein. Oui. Et il y a eu une des dernières grandes grèves au Japon, c'était d'ailleurs, ça s'appelle la grève pour avoir le droit de faire grève. Et On aurait pu c'est- trouver ça en France, hein. donc, je sais plus, je suis parti, je sais plus c'était quoi la question originale, c'était ah oui, c'était Le le, mouvement, c'était le sur mouvement. quoi donc Alors c'était lié. pas que sur ça après, hein, ça a canalisé, et à l'époque de la guerre du Vietnam, ça a renforcé. Donc il y avait ça en fond qui était sans doute qui différenciait pas totalement du mouvement français par exemple, parce qu'il y a aussi la question de la guerre du Vietnam, mais pour les Japonais ça avait un sens extrêmement fort, parce que les B-52 qui allaient bombarder le Vietnam partaient des îles d'Okinawa, partaient de Sasebo à Kyushu. Le Japon fournissait une partie, non pas de l'armement, mais je crois que c'était euh, l'agent inflammable qu'on balançait au Vietnam, je ne sais plus comment ça s'appelle. Napalm. Le napalm, oui. Le napalm il me semble, était fabriqué au Japon. Donc il y avait le Japon était quand même assez lié à cette guerre-là, à la guerre de Corée aussi. Et, euh, et donc il y avait, je pense que c'était l'argument principal. Après, il y a eu d'autres arguments qui étaient augmentation des coûts d'inscription à l'université, et puis des arguments révolutionnaires également, quoi. Ok, très bien, merci. Je pense que tu as répondu à la question.
D'ailleurs, pendant la guerre de Corée, les armements étaient faits au Japon aussi. Oui, bah, c'est ce dont on Oui, parlait, oui, ouais, oui. effectivement. Ok. D'ailleurs, à la fin de l'occupation, c'est intéressant. euh, les Japonais, c'est connu, les Américains font en sorte dans leur constitution que ce soit interdit d'avoir une armée, de maintenir une armée, de faire la guerre. Mais il y a eu deux interdictions qui ont été levées en 1952, à la fin de l'occupation. C'était l'interdiction de faire des recherches sur le nucléaire et l'interdiction de faire de l'armement. Et en fait, une des raisons, c'est parce que Il les fallait armer États-Unis les États-Unis, oui. Ok. avaient un intérêt fort. Oui. Ok. Bien, merci. Du coup, je vous propose qu'on passe à l'avant-dernière rubrique de cette petite émission, qui est la rubrique des questions gênantes. Alors, pour cette rubrique, première chose, puisqu'on est gênant mais pas contraignant, je te remets un joker que tu peux utiliser autant que tu veux. Ah, si tu veux, je réponds à une question si je veux, c'est ça? Oui, bah Ok. oui, si elles te Bon. mettent mal à l'aise ou si t'as pas la réponse, on va pas te forcer à répondre. Et un dé qui déterminera le nombre de questions auxquelles tu devras répondre. Donc, je te propose de lancer le dé dès maintenant. Ok. Ah bah on est C'est un un. 1, donc ça va. On a eu beaucoup de discussions avant, vous en avez déjà appris beaucoup sur Mathieu Golen aujourd'hui. Donc il y aura une question que tu peux piocher directement. Hmm. Quelle est cette question? Elle a l'air intrigante, hein. Non, elle est pas gênante, elle est compliquée. Si tu n'étais pas enseignant-chercheur, d'après toi, qu'est-ce que tu ferais? Je sais pas si vous avez bien Ah entendu, pardon. ouais. Si tu n'étais pas enseignant-chercheur, d'après toi, qu'est-ce que tu ferais? J'adore cette question. C'est une des questions les plus récentes qu'on a rajoutées dans le pool de questions gênantes. Donc gênante, effectivement, parce que Oui. c'est un métier tellement lié à une passion, une vocation, que on a souvent en face de nous des gens qui ne se sont pas forcément posé cette question-là. Bah, Donc, surtout que moi, je me la suis posée à l'envers, c'est-à-dire que j'ai oui. fait autre chose avant d'être enseignant-chercheur, donc euh, j'avais réellement envie d'être enseignant-chercheur. Donc, euh, Peut-être historien, nous dit Bubble Kawa. Après, un historien peut être enseignant-chercheur. oui, ça me paraît-il. C'est possible, hein. On l'a vérifié. C'est une possibilité. Mais S'il vous plaît, les historiens de l'université, ne déboulez pas dans mon bureau cet après-midi. Bah, je pourrais prendre journaliste, mais je l'ai déjà été, donc je vois c'est quoi. Le premier truc qui m'est venu à l'esprit, donc je vais dire ça, c'était agriculteur, sans doute. Ouais. D'une part parce que j'ai une famille d'agriculteurs, et ça m'a toujours un petit peu titillé quand même. Je me suis Ouais. toujours dit, quelque part, j'aurais pu. Enfin là, ils sont en train de vendre leurs terres, ils sont à la retraite. Oui, donc Il y a quand un même peu, et puis ils n'ont pas de personnes qui reprennent les terres, donc c'est un peu triste. Oui, oui, bien sûr. Et l'autre raison, c'est parce que le dernier terrain où j'étais à Fukushima, donc j'ai suivi des paysans à Fukushima, et notamment un qui est parti de Fukushima. Alors lui, c'est rigolo, il est parti de Fukushima la nuit du 11 au 12 mars. Et il estime qu'il est le premier à être parti. C'était quelqu'un qui était quand même. C'est le fils du mec qui a fondé la Fédération des agriculteurs en biologique. Il a passé 20 ans à l'étranger, donc pour lui, c'était dans des pays en développement pour apprendre les techniques de l'agriculture biologique japonaise. Et donc, c'est quelqu'un qui a l'habitude de partir facilement. Et puis, il était quand même assez anti-nucléaire. Donc, à peine on a commencé à dire plus d'électricité extérieure, d'apport extérieur d'électricité, et plus de générateurs de secours qui fonctionnent à la centrale de Fukushima, il a compris qu'il y avait une catastrophe assez grave qui se mettait en marche. Et donc, il est parti avec sa femme et ses 4 filles dans la nuit à 4 heures du matin, le 12 mars. Il en est assez fier. Et donc, c'est lui que je disais tout à l'heure que ça fait plus de 10 ans qu'il est parti. Et pour lui, c'est une histoire ancienne. D'ailleurs, il veut plus en entendre parler. Et j'ai passé quelques jours chez lui dans sa nouvelle ferme à Mieken. On est dans les montagnes entre Nagoya et Osaka. C'est super joli. J'en parle tout le temps parce que c'est vraiment bien. Et j'y suis allé en mars. Je devais y retourner en octobre. Malheureusement, je ne sais pas pu. Mais j'y suis allé en mars pour planter le riz. Pour planter le riz, faire germer le riz, etc. Donc, j'ai appris en plus comment faire ça. Ça fait partie des observations et ça fait partie Il y a un de, peu de culture de riz en Camargue, hein, c'est pas très loin Ouais, si jamais tu veux te lancer. mais ça m'a plu. C'est une vie qui est calme. C'est des paysages magnifiques. Non pas en Camargue, je me suis posé la question et je sais que ça existe, hein. J'étais tombé une fois sur un Français qui fait du riz, je crois du côté de Niigata. Donc,
je ça m'a un peu voilà, pour répondre à la question, si, C'est quand qu'est-ce même que je quelque chose ferais? que tu as en tête, Je quoi. repartirais au Japon et je ferais fermier, et je ferais du riz. Ok. Alors, je pense que cette réponse-là, on l'aura pas souvent à cette question. Mais du coup, ça vaut toute sa valeur de réponse. Merci en tout cas pour cette réponse très honnête à cette question, pas forcément très gênante, mais intéressante en tout cas. Donc je te retire ton joker à Oui. partir de maintenant, puisque la prochaine rubrique, on va la lancer, c'est la page blanche. Il n'y aura pas de joker pour celle-là. Ah ouais, la page Donc blanche. c'est très simple. Rubrique de la page blanche, je te remets un feutre, Ouais. une feuille blanche, et tu n'as aucune contrainte. En fait, l'idée, c'était de garder la trace du passage des chercheurs dans l'émission. On te laisse tranquille. On va annoncer peut-être, si je sais pas. Alors, Tom est en régie pour ceux qui nous suivent. Bonjour. Bonjour Tom. La semaine prochaine, est-ce que tu as un peu des infos? Moi, j'ai quelques infos hein, sur la programmation, mais est-ce que tu as le prochain rendez-vous, c'est quand sur la chaîne Twitch? Le prochain rendez-vous, c'est lundi matin, comme tous les lundis matins, pour Unimatin, la matinale Unimatin, de présenté par? l'université. Moi-même, je crois Ah bien. oui, c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Mais la grosse actualité sur Twitch de la semaine prochaine, c'est que mercredi à 14h, nous avons la première édition de notre nouvelle émission Les Romains refont l'Empire, qui est une émission de let's play sur Total War Rome 2, animée par Romain Millot, donc qui est enseignant-chercheur en histoire antique, Qui était passé sur les vendredis, que vous qui était retrouvez passé dans la sur les playlist vendredis, YouTube tout des à fait, vendredis de la recherche. Donc, et si qui vous du ne coup va connaissez lancer pas, son allez-y. émission. Il va jouer au jeu, commenter, apporter de la connaissance. Donc voilà, un peu sur le format de ce qu'avait fait Thibaut Perrin sur Startup Company. Donc voilà, ça devrait être très sympa. Donc rendez-vous mercredi 14h. Très bien. Pour cette Et la émission. dernière conf de la semaine du cerveau aussi. Hein. Pour ceux Tout qui à ont fait. suivi, vous avez été nombreux hein, sur cette chaîne, les conférences des 3 derniers jours. Le 22, c'est le jeudi, je crois. Je sais plus. Enfin bon, le 22 en tout cas. Je regarderai le calendrier C'est pas juste. vendredi sur la programmation de la semaine du cerveau, je crois que c'est marqué vendredi. Ok, bon bah en tout cas, le 22. Dernière conférence de la semaine du cerveau à Unime pour 2024. Donc allez-y, il y aura un vendredi de la recherche également. Mathieu, Ouais. qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait un truc que je vais avoir du mal à expliquer, mais je vais expliquer pourquoi. Donc c'est un dessin, je dessine très mal, hein. C'est Non, moi, je une sorte de trouve ça. cercle avec une interruption à cet endroit. Euh, Bon, ça va être plutôt limite c'est la question gênante ça pourquoi je dessine ça. Une fois en fait j'avais fait une présentation interne quand j'étais doctorant et j'avais fait une seule slide et c'était ça. Et j'ai développé tout un truc autour de ça que j'avais déjà du mal à expliquer à l'époque et que j'ai encore plus du mal à expliquer aujourd'hui. C'est bête parce que je me suis dit il faudrait quand même que tu retournes voir un peu ce que j'avais écrit à l'époque pour préparer. Mais en gros c'est une image qui dicte pas mal de mes recherches. C'est un peu bizarre. Euh, L'idée, c'est un cycle avec une interruption, une zone liminale et un cycle qui reprend. Et si j'ai dessiné ça à cette époque-là, j'avais pas encore fait d'entretien, donc c'était pas lié aux entretiens, mais c'était lié euh, à une manière d'observer la culture japonaise. Et l'idée, notamment, et qui est revenue dans les entretiens, que les Japonais sont dans un rapport cyclique temporel, qui se retrouve à peu près d'ailleurs de partout. Il y avait Tim Ingold, qui est un anthropologue britannique, qui disait que finalement, il n'y a que dans le paradigme occidental moderne qu'on s'est mis à faire des lignes droites, à faire une eschatologie, à imaginer un début, une fin, mais que la pensée du temps, elle est en général beaucoup plus cyclique, notamment parce que le monde fonctionne de manière cyclique, on est dans des saisons qui se répètent, etc. Et même la naissance et la mort peuvent être perçues, notamment dans le bouddhisme par exemple, non pas comme un début et une fin, mais comme la fin et le début d'une nouvelle chose. Et en tout cas, ce qui était ressorti des entretiens que j'avais fait avec des Japonais sur la catastrophe de Fukushima, c'était que souvent, en fait, on avait cette idée d'un cycle qui recommençait, où finalement la reconstruction n'était pas un épisode qui suivait l'accident, mais était consubstantiel à l'accident ou à la catastrophe elle-même. Et il y a quelque chose qui permet de le voir assez bien dans la culture japonaise, et je finirai sur ça, je ne sais pas si j'ai encore un tout petit peu le temps, Oui, mais bien sûr, oui. c'est le namazu, le o-namazu. Le o-namazu, c'est le poisson-chat géant, ou plutôt c'est un silure en fait. Donc c'est un silure, c'est un gros poisson des rivières, des profondeurs qui est dans la vase. Et,
Et dans la mythologie populaire japonaise, c'est le poisson. Il y a un poisson-chat géant, donc un silure géant qui est sous le Japon et qui, quand il est énervé, quand il est en colère, s'agite et c'est ce qui fait trembler le Japon. Et c'est quelque chose qui avait eu énormément de succès, notamment cette image-là à l'époque d'Edo. Il y a eu 2 grands séismes en 1850. Pardon, il y en a eu un seul, mais en 1853 et en 1853-54, on s'est mis à faire beaucoup de namazue, c'est-à-dire des estampes du namazu. Et ces estampes sont assez intéressantes parce qu'en fait, elles montrent une vision du désastre qui n'est pas du tout où se succèdent en même temps dans la même image l'idée d'une catastrophe et d'une fortune. C'est-à-dire que le namazu est vu comme quelque chose d'assez mignon finalement, qui apporte le désastre, mais qui apporte aussi beaucoup de fortune. Alors des fois, c'est une critique sociale, c'est pour se moquer des charpentiers qui vont avoir une bonne fortune après le désastre parce qu'ils ont plein de maisons à reconstruire. Mais d'autres fois, c'est pas que ça. Et je pense que ça et pas que moi d'ailleurs, il y a Cornelius Weihand, je sais plus son nom, qui a fait une étude très grande sur ces estampes du namazu et qui montre qu'en fait, il y a une ambivalence autour de la perception du désastre au Japon. Et quelque chose qui peut paraître un peu compliqué dans une forme de dualisme où on sépare le bien et le mal, mais où là, ça se traduit par le fait que on ne déteste pas le namazu au Japon, on l'aime bien en même temps. Et par exemple, les centres de préparation au séisme dont je parlais tout à l'heure, vous avez des panneaux à Tokyo qui indiquent la direction du centre et le logo, c'est un namazu sous la forme d'un caractère très mignon. Donc voilà. Mais cette image, elle va plus loin que ça en fait. C'était pas que le namazu. Mais je me souviens Kawan nous plus, dit effectivement qu'elle a vu aussi une célèbre estampe qui représente le namazu. Oui. Et donc tu nous dis qu'il y en a eu, il y en a beaucoup, il y en a énormément, du ouais. milieu du 19e. Oui, elles sont très très intéressantes. Il y en a des centaines. Il y a eu une époque, vraiment une passion pour. Bon, c'est l'époque où on faisait énormément d'estampes et on faisait passer beaucoup de choses, des critiques sociales. Et le namazu, après 53, pendant 1 an, 2 ans, il y a énormément d'estampes qui sont faites et qui sont. Ouais. Vous pouvez aller voir sur internet, on en trouve déjà pas mal. Okay. Et elles sont vraiment intéressantes à étudier. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Je te propose juste d'apposer une petite signature ou ton prénom, ce que tu souhaites. Imias nous dit d'ailleurs il existe un Pokémon basé sur le silure géant. Barbicha s'appellerait-il. On est ravis de l'apprendre. Merci pour ta contribution. Barbicha. Eh bien, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup. On a pris du temps et c'était très bien parce que c'est aussi toute la chance qu'on a de pouvoir faire ce format-là. C'est que après, il n'y a rien sur la chaîne Twitch pour le moment. Le prochain rendez-vous, c'est lundi matin. Donc, on peut prendre le temps de discuter, d'expliquer. Et c'est toute la force de ce format. Merci beaucoup. C'était vraiment très merci à toi. Merci à vous, à tout le monde. C'était vraiment très instructif de partager ce moment avec toi et d'aller de prendre le temps d'aller au fond des choses. Donc, un immense merci. Merci Tom à la régie. Merci Quentin juste derrière la caméra. Et donc, bonne fin de journée à tous. Bon week-end. Et on se retrouve lundi matin avec Unimatin. Salut.